Alors, je remercie l'ensemble des intervenants de cet après-midi d'avoir la gentillesse de bien vouloir s'installer à la tribune. Nous allons, attends que tout le monde s'installe. Donc, ce matin, nous avons abordé une dimension plus institutionnelle de la problématique qui nous occupe aujourd'hui. Cet après-midi, place à l'innovation de terrain, avec un atelier consacré à l'innovation sociale dans le champ des solidarités intergénérationnelles. Nous allons avoir 6 interventions qui vont à chaque fois se focaliser sur un aspect bien particulier des problématiques du vieillissement, des solidarités intergénérationnelles et de la promotion de l'autonomie. On va d'abord évoquer la question de la prévention du mauvais vieillissement par l'intervention de Jean-Claude Pical, qui va en fait nous proposer 2 interventions parallèlement, puisque le docteur Laurence Milia n'a pas pu être présente parmi nous. Donc Jean-Claude Pical s'est proposé également de dire quelques mots sur le parcours de soins de la personne âgée à Marseille. De toute façon, ces 2 interventions-là, vous l'aurez compris, sont forcément complémentaires. Donc on aura un temps d'échange à l'issue de ces 2 interventions. Donc je laisse la parole à Jean-Claude Pical, directeur du Centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône. C'est à vous. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une charge redoutable que celle d'intervenir en début d'après-midi. Ce n'est pas forcément la période la plus favorable pour l'audition, donc je vais essayer de relever ce challenge, d'autant plus redoutable que je suis appelé, comme ça vient d'être dit, à remplacer Madame Milla. Donc je vais essayer de faire en sorte que mon intervention soit aussi audible que possible en ce début d'après-midi. Alors, il y a 2 thèmes et finalement le hasard fait bien les choses, puisqu'on peut considérer que les 2 thèmes de ma présentation sont finalement étroitement complémentaires. Le premier concerne la prévention de la dépendance, ou plus exactement la prévention du mauvais vieillissement. Et le second concerne une présentation succincte de l'expérimentation que nous allons démarrer, que nous sommes en train de démarrer sur le parcours de soins de la personne âgée. Alors je voudrais d'abord donc évoquer la prévention de la dépendance. Alors mon propos est d'apporter un éclairage sur ce que peut faire une institution gériatrique comme le CGD. Mais il ne s'agit pas de valoriser une institution, ce qui n'aurait qu'un intérêt très limité, mais beaucoup plus d'expliquer une démarche. Parce que la prévention de la dépendance, on n'a pas attendu le CGD pour s'en préoccuper. Monsieur Philippe Pitot, avec l'IGS, se mobilise là-dessus. Il y a tous les organismes que nous avons évoqués ce matin. Il y a sur Marseille l'IRIPS, par exemple, qui est très mobilisé sur la question, comme la PHM. Donc on ne se méprenne pas sur mes propos. Si j'entends expliquer ce que nous faisons au CGD, ce n'est pas pour valoriser l'institution, mais c'est pour montrer tout ce qui peut être fait dans cette logique de la prévention de la dépendance. Il me paraît important d'avoir cet élément de modestie dans un cadre préliminaire. Alors j'ai envie de dire que parler de prévention de la dépendance, c'est d'abord, s'il faut être incisif, comme le dit M. Pitot, c'est d'abord un problème de mobilisation. Il faut que les uns et les autres, on se bouge pour assurer la prévention de la dépendance. On peut considérer que la dépendance est un échec du vieillissement. Nous avons encore une marge énorme pour favoriser un vieillissement réussi. La dépendance n'est pas une fatalité. Mais c'est à la fois un problème d'institution et un problème de citoyen. C'est un peu l'esprit du message de cette journée, et je le fais mien pour cette thématique de la prévention de la dépendance. Alors, que faisons-nous concrètement dans cette logique-là? Quelle est la contribution que le CGD apporte sur le territoire de la commune de Marseille pour la prévention du mauvais vieillissement? D'abord, nous avons mis en place, comme d'autres, une consultation spécifique dite consultation d'évaluation gériatrique. Alors là, dès le début, je vous demande
de m'entendre quand je dis que la sémantique a son rôle à jouer. C'est vrai que parler de consultation, d'évaluation gériatrique, c'est le meilleur moyen que nous ayons personne. Parce que dans consultation d'évaluation gériatrique, il y a gériatrique. Et personne n'a envie de reconnaître qu'il est vieux. C'est pas marrant. Alors nous avons architecturalement, j'y suis arrivé, je ne le redirai pas, mis sur pied dans le CGD une structure spécifique que nous avons baptisée Centre d'évaluation des seniors. Vous me direz, ce n'est qu'un problème de vente du produit, ça n'est que du marketing, mais je crois que c'est important sur le plan sémantique. J'ai vu que dans la région parisienne s'était créé, c'est intéressant, un institut de la longévité qui propose des consultations de longévité. C'est toujours le même contenu, mais je crois qu'il est important d'arriver à convaincre, parce qu'il y a un problème majeur d'accès à cette logique de la consultation. Il ne suffit pas d'avoir une solution dont on sait qu'elle est utile socialement pour constater que cette solution marche. Ça serait trop simple. Nous avons un problème énorme de persuasion, d'explication, de conviction des seniors qu'ils peuvent devenir des acteurs de leur santé. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous avons développé cette consultation, mais on voit bien qu'il y a un frein culturel énorme. Et ce frein, il est double. Il est d'abord médical, parce que les médecins traitants ont parfois tendance à considérer que ces consultations ne se justifient pas en disant « mais je m'en occupe de la personne âgée. En quoi aurais-je besoin d'avoir une consultation complémentaire faite par un gériatre ?» Et puis, il y a un frein culturel de la part des personnes âgées, de la part des seniors, qui se disent aussi ben, « j'ai rien, pourquoi je me rapprocherai de l'institution sanitaire ?» Et c'est vrai qu'on a cette idée ancrée que finalement, on approche l'institution sanitaire qu'à partir du moment où on a un problème de santé, un problème d'incapacité. Cette logique de s'approcher du secteur sanitaire, du système sanitaire quand on n'a rien, c'est culturellement pas quelque chose de simple. Alors on essaie justement de nous battre par rapport à cette idée-là. Alors cette consultation, encore une fois, il en existe ailleurs. On l'a voulu aussi complète que possible, c'est-à-dire qu'on a mobilisé des personnels médicaux, des gériatres, pour assurer cette consultation. Alors elle relève d'une logique qui a été définie par la Société française de gériatrie. On n'a pas inventé la roue. Ce qui est nouveau, c'est qu'on propose cette consultation supplémentaire. C'est la Société française de gériatrie qui l'a développée, alors qui a défini un certain nombre de contenus. Alors je vous ai listé trop vite. Oui. Voilà. Je vous ai listé les domaines dans lesquels cette consultation est organisée. Le statut fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va essayer de connaître quelle est l'aptitude de la personne dans les actes de la vie quotidienne. On voit là les principaux outils qui sont des instruments de connaissance de ces incapacités potentielles. Excusez-moi, je vous interromps, juste pour demander à la régie de bien vouloir faire passer le diapo. Voilà. Merci. L'information sur les comorbidités, sur les pathologies associées, les médicaments, on a vu combien était prégnant cette thématique du nombre de médicaments, cette thématique de la iatrogénie médicamenteuse, c'est le sujet âgé. Il y a, alors on a du mal à connaître, mais il y a un taux de pourcentage extrêmement important d'hospitalisation de la personne âgée qui s'explique uniquement par des effets indésirables des médicaments. Alors les chiffres sont très prudents, je ne voudrais pas en donner, mais enfin on est entre 5 et 10%. Au-delà de 80 ans, les hospitalisations peuvent s'expliquer pour des problèmes d'effets indésirables de médicaments, rendez-vous compte. Ça interpelle tout de même. L'objectif, c'est aussi dans cette consultation, qui se veut complète, d'appréhender l'état cognitif. Alors les tests les plus souvent, c'est le test de l'horloge et puis le MMS. Alors c'est terrible d'ailleurs, entre parenthèses, le risque que l'on a d'arriver à trop quantifier, trop évaluer l'état de santé d'une personne. On va finir par dire cette personne, c'est un GIR4, un MMS3, un PMP302. Et n'oublions pas qu'il y a une personne humaine derrière ces chiffres. Faisons attention à cette réalité chiffrée. Elle est certes nécessaire, mais il faut en connaître les limites. C'était dit ce matin par Madame Davin. Domaine à évaluer aussi, parce que c'est essentiel, la dépression, la nutrition, la mobilité, la force de la main, l'activité physique, avec chaque fois soit un questionnaire, soit des petits tests simples, et puis troubles auditifs, troubles visuels et troubles de la marche. Alors nous avons passé, décidément, j'appuie trop vite, mais enfin ceci étant dit, nous sommes tout à fait dans l'esprit des consultations, même si ce n'était pas le but d'en parler tout de suite.
faut que j'appuie doucement. D'accord, promis. L'idée, c'est de regrouper donc dans une consultation d'1 heure, 1 heure et demie, l'ensemble de l'évaluation de ces incapacités potentielles. Et nous avons passé une convention avec la Massif, et on est prêt à le passer avec tous les autres organismes. Mon propos n'est certainement pas de faire de la publicité. Donc l'idée, c'est de s'ouvrir à Réunica, qui nous a beaucoup aidé dans la démarche, et on est prêt à s'ouvrir à tous les organismes de retraite complémentaire et toutes les structures type UDAF ou autres. Nous avons passé cette convention, qui est la première, mais qui, j'espère, appellera d'autres stratégies identiques, qui consiste à proposer aux sociétaires de la Massif, qui ont plus de 65 ans, qui ont déclaré un sinistre, la Massif leur propose de bénéficier de cette consultation. Et je crois qu'une des clés de la réussite dans cette démarche d'une véritable prévention de la dépendance, c'est de le proposer le plus tôt possible. Je n'ai rien, ben justement, c'est une bonne raison pour venir participer à cette consultation, puisqu'il faut anticiper les incapacités potentielles. Est-ce que vous commencez à avoir un problème de mémoire? Est-ce que vous commencez à prendre un nombre de médicaments trop important? Est-ce que vous pratiquez de l'activité physique, etc., etc. Et l'idée maîtresse, parce que ça a été dit ce matin, c'est essentiel, c'est que les résultats de cette consultation sont donnés au médecin traitant, si le patient en est d'accord, le patient lapsus, si le senior en est d'accord. Et c'est au médecin traitant d'arrêter la stratégie thérapeutique adaptée. Il ne s'agit en aucun cas de se substituer au médecin traitant, ça serait la pire des erreurs. Mais c'est de mettre à disposition du médecin traitant un certain nombre d'informations gériatriques qu'il n'a peut-être pas le temps de regrouper dans une consultation d'1 quart d'heure. C'est ça l'idée. Donc il faut véritablement, on est déjà dans cette logique de la coordination, on voit bien que ce type de démarche n'a de sens que s'il y a une logique de rapprochement entre les différents professionnels. Les gériatres sont là pour apporter, comme le cardiologue, comme l'urologue, comme tous les spécialistes, c'est maintenant une spécialité, il faut le rappeler, il faut le dire. Alors qu'on a trop tendance à considérer que le médecin de la personne âgée, c'est le médecin traitant. Oui, mais pas uniquement. Le gériatre a aussi une compétence à apporter pour enrichir la stratégie thérapeutique du médecin généraliste. Je crois qu'il faut qu'on avance dans cette voie-là. C'est compliqué, mais c'est pourtant par là que passe la réussite dans la logique de la prévention de la dépendance. Voilà la première stratégie qu'on a développée au niveau du CGD. Et encore une fois, il existe déjà ces consultations par ailleurs. On n'en a pas le monopole, on n'a pas inventé la roue. Tel n'était pas mon propos, mais c'est une pierre supplémentaire qu'on apporte à cet édifice. Mais je crois que la bataille sera gagnée si on arrive à convaincre les seniors qu'ils ont intérêt à se mobiliser sur cette thématique-là. Là, c'est vraiment un élément extrêmement important. Alors, que faisons-nous au niveau du CGD? Oh, ben, décidément, oui, on sait qu'à tartine, mais ce n'est pas ça que je voulais. Elle est sensible, votre souris. Voilà. Voilà, ce que nous faisons au niveau du CGD, indépendamment de ces consultations d'évaluation gériatrique, on essaie d'avoir des consultations thématiques propres aux personnes âgées. Alors bon, on a mis par exemple le dépistage des troubles auditifs chez le sujet âgé, des consultations de dépistage des troubles de la mémoire, des consultations d'aptitude à la conduite automobile, enfin, vous voyez, etc. Les vieux migrants, les risques de chute de fracture, etc. L'oncogériatrie, les maladies infectieuses chroniques. Bref, on essaie de diversifier ces consultations au service des seniors et de la personne âgée. Indépendamment de ça, comme d'autres, là encore, dans notre programme global de prévention de la dépendance, nous mettons en œuvre un certain nombre d'ateliers. Alors j'ai pris l'exemple de la fiche que nous avons rédigée pour 2011, où on propose, encore une fois comme d'autres, comme le font déjà les CIQ, comme le font les CCAS, comme le font beaucoup d'organismes, encore une fois, on s'intègre dans une logique, mais ça relève aussi d'une logique active de contribution à la prévention de la dépendance. Nous proposons des ateliers. Alors nous avons notamment des ateliers de nutrition, activité physique, atelier mémoire, atelier tai chi. On va ouvrir un atelier informatique, parce que je crois qu'il est important de contribuer à la résorption de la fracture numérique gériatrique, pourrait-on dire. Je crois que ça aussi, quelque part, on n'est pas dans la logique immédiate de la santé, mais quelque part, c'est aussi une ouverture sur la cité que de permettre à un senior, dans des conditions d'accès financier supportables, de pouvoir accéder aussi à Internet, etc., etc. On est finalement aussi dans la même logique. Et puis, troisième catégorie d'action que nous mettons en place, nous mettons en œuvre des journées de prévention. Alors actuellement, nous en avons 3. Premier type de journée, les journées sur les troubles auditifs. Moi, j'ai toujours à l'esprit une phrase d'un ORL qui dit « Il y a beaucoup plus d'appareils auditifs dans les tiroirs que dans les oreilles ». Bon, mais ça veut dire ça qu'il n'y a pas un accompagnement satisfaisant
des seniors lorsqu'ils ont des troubles auditifs. Donc on permet à des seniors de rencontrer des audioprothésistes pour essayer de trouver des solutions. C'est vrai qu'il y a un problème de financement, bien évidemment, mais il y a aussi un problème d'accoutumance, un problème d'adaptation. Et je crois qu'on a notre rôle à jouer pour contribuer dans le cadre de la Journée nationale de l'audition. Nous organisons, alors on est en train de la faire évoluer, une journée du bien vieillir, comme le fait AG2R, comme le font encore une fois d'autres structures. Une journée du bien vieillir, on va permettre à la fois de travailler sur la prévention des accidents de la vie courante. Alors là, petit focus, il y a 4000 décès sur la route chaque année. Et on a vu que peut-être on peut espérer qu'on va passer à 3005 en 2012. Il y a 20 000 décès par an imputables à des accidents de la vie courante, dont 12 000 concernent des personnes âgées. 3 fois plus d'accidents que l'accidentologie routière. Or, personne n'en parle. Le professeur San Marco, chaque fois qu'il vient, s'époumonne à le dire. On ne parle pas assez des accidents de la vie courante. On voit qu'il y a une baisse progressive de l'accidentalité routière. Le nombre d'accidents de la vie courante stagne depuis 20 ans. C'est à pleurer. Il y en avait 20 000 en 1985. Il y en a encore 20 000 en 2012. Or là, nous sommes aussi dans une logique d'accidents évitables, de prévention active du mauvais vieillissement. Donc il faut qu'on se mobilise là-dessus. Et alors notamment dans ce cadre-là, on propose des ateliers de prévention de la chute, des informations sur l'aménagement de l'habitat, parce que c'est aussi un élément important, la promotion de l'activité physique. Et cette journée du bien vieillir que nous organisons permet aussi à des seniors de rencontrer des ligues sportives pour développer l'activité physique. C'est la clé, c'est le secret d'un vieillissement réussi. J'enfonce des portes ouvertes, pardonnez-moi, mais l'essentiel d'un vieillissement réussi, c'est la préservation d'une activité physique. Et nous avons sur le CGD, dans un partenariat de recherche avec la faculté des sciences du sport, réalisé une étude qui m'a scotché, qui dit que le maintien d'une activité physique favorise la préservation des capacités cognitives. En clair, pour continuer à faire des mots croisés, il faut marcher une demi-heure tous les jours. C'est assez surprenant, et pourtant c'est scientifiquement démontré. Ceci étant dit, on n'a rien inventé. Mens sana incorpore sano, les Romains, ça remonte à 2000 ans qu'on disait ça. Donc finalement, après tout, ça n'est que la confirmation d'un principe évident. Il faut donc que tout soit fait pour favoriser le développement de l'activité physique. Et enfin, dernière journée que nous organisons, une journée sur la sécurité routière. Alors on propose aux seniors de venir une matinée, on leur fait passer le code, avec des résultats, on va dire diplomatiquement, des résultats contrastés. Ceci étant dit, je m'imagine que si on faisait repasser le code à beaucoup de gens dans cette salle ou ailleurs, qui ne soient pas seniors, peut-être que les résultats seraient tout aussi contrastés. Mais je crois que c'est important de permettre, quelle est l'idée de cette journée sécurité routière? C'est de permettre le maintien du lien social. Moi, j'ai un médecin dans l'établissement qui dit quelque chose qui est très, très intéressant, parce que ça résume bien l'idée. Une personne rend les clés de la voiture juste avant les clés de la maison. Parce que les clés de la voiture, c'est le maintien du lien social. C'est un des autres aspects essentiels d'un vieillissement réussi. Et donc, travailler à la sécurité routière, c'est aussi une façon de prévenir la dépendance, parce que c'est la préservation du lien social. On voit que tout se tient. Voilà pour cette première partie. Et donc, je souhaiterais, mais vous l'avez déjà vu, mon objectif, c'est qu'il y ait beaucoup de tartines dans notre société, que voilou, que voilà. Voilà le premier objectif de cette logique de prévention de la dépendance. La deuxième thématique concerne, et voilà, j'ai encore... La deuxième thématique concerne donc le parcours de soins, et on va voir que finalement, on est toujours dans cette même logique. Alors, il y a eu 10 projets qui ont été retenus en France, dont celui que nous avons défendu avec la PHM, avec les réseaux gérontologiques, avec Réunica, avec l'Université d'Aix-Marseille, le réseau Marseille Diabète et le réseau ILUP. Vous voyez que déjà, dans la logique de parcours, on s'efforce d'avoir une vision globale, aussi englobante que possible. Alors, je n'ai pas résisté au plaisir de rajouter ça, sur la complexité du parcours de soins, la complexité potentielle. Ah, zut. Voilà. Alors, je vous rassure, je vais être votre guide pendant les 10 minutes qui me restent, et je pense que je ne prendrai pas 100 €. Voilà, donc c'est vrai que la logique du parcours de soins est a priori un élément relativement complexe. Alors, le parcours de soins, alors j'ai pris l'article 70 dont il a été question ce matin, qui... Alors, que dit là cet article 70 de la loi de financement pour 2012? Il dit, on peut engager, je vous résume, on peut engager des expérimentations, il y en aura 10 en France, dont celle de Marseille, pour développer
l'optimisation des parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, en prévenant leur hospitalisation en établissement de santé avec hébergement, en gérant leur sortie d'hôpital et en favorisant la continuité des différents modes de prise en charge sanitaires et médico-sociaux. Ces expérimentations sont mises en œuvre par convention entre les ARS, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels et les établissements volontaires. Voilà en gros le cadrage général que l'on peut donner pour cet article 70. Alors j'appuie doucement, et il est prévu, il est prévu qu'il y ait pour la mise en œuvre de ces expérimentations une autorisation pour des dérogations dans les règles de facturation, c'est l'objectif de ce premier paragraphe, et le deuxième paragraphe, il est prévu une évaluation annuelle de ces expérimentations qui portera notamment sur la patientèle prise en charge et les modalités de la prise en charge. Alors, il est important d'insister sur le fait qu'il y a un certain nombre d'orientations qui étaient formatées, qui étaient demandées pour participer à ce parcours. Première idée, et je la crois évidemment essentielle, c'est la prévention de l'hospitalisation. Alors comment concrètement, parce qu'il s'agit d'être concret là, et c'est tout l'objectif de cette journée, que de dire concrètement comment on peut avancer. Alors bon, comment ça se fait que... Ah bon, je viens me fait de venir. Bon, prévention de l'hospitalisation, qu'est-ce que nous avons concrètement prévu? Premièrement, le développement des consultations d'évaluation gériatrique que j'évoquais tout à l'heure et de la gériatrie ambulatoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à diffuser cette culture de l'intérêt de l'évaluation gériatrique, cette promotion de la gériatrie ambulatoire. Comment? Dans le cadre de ce programme de parcours, nous allons essayer de lancer des campagnes de communication à la fois vis-à-vis du grand public et vis-à-vis des médecins traitants pour développer cette logique de la prévention de la dépendance que j'évoquais tout à l'heure. On voit bien qu'il y a un lien. La prévention de la dépendance, c'est évidemment un point essentiel. Développer les moments d'évaluation, c'est favoriser une prévention de l'hospitalisation. C'est le premier aspect important sur lequel on souhaite insister. Deuxième volet, il est important, organiser et formaliser un parcours de soins entre les EHPAD, les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire les maisons de retraite, et les établissements de santé, qui impliquent alors notamment la mise en œuvre d'équipes mobiles. Alors il faut savoir que sur Marseille, nous allons nous donner comme objectif d'éviter chaque fois que c'est possible des hospitalisations de résidents en maison de retraite. Et nous allons le faire au service d'une belle idée. Ce n'est pas parce que l'état de santé se dégrade dans une maison de retraite qu'il faut systématiquement envisager le passage à l'hôpital. On peut peut-être laisser en maison de retraite des résidents malgré l'aggravation de leur état de santé, parce qu'on va s'organiser autour d'elle pour lui permettre le maintien. Comment? Nous allons organiser sur Marseille, et ça a déjà démarré, on va le formaliser sur le printemps 2013, des interventions d'équipes mobiles. Alors c'est déjà le cas pour l'hospitalisation à domicile, puisqu'il faut savoir que les équipes d'hospitalisation à domicile interviennent non seulement au domicile, mais aussi en établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Donc les équipes d'HAD vont intervenir à l'EHPAD comme si c'était un domicile. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, nous avons une équipe mobile de gérontopsychiatrie qui se constitue là et qui va pouvoir intervenir, apporter une compétence en gérontopsychiatrie pour éviter, là encore, le passage possible par l'hôpital. Troisième élément, nous avons une équipe mobile de soins palliatifs gériatriques. Là encore, essayer d'éviter que la détérioration de l'état de santé induise l'obligation de quitter l'établissement et se retrouver dans des conditions plus ou moins adaptées dans le milieu hospitalier. Et enfin, les équipes mobiles de gériatrie qui, grâce au crédit qu'on a obtenu, vont pouvoir intervenir en EHPAD pour apporter un conseil gériatrique auprès du médecin coordonnateur et auprès du médecin traitant pour être certain que la stratégie est la bonne. L'hospitalisation d'une personne âgée a souvent des effets délétères. C'est un facteur de survenance et d'aggravation de la dépendance, paradoxalement, parce que l'environnement est tout sauf adapté. Donc c'est essentiel de se dire, ramenons la place de l'hôpital à son juste niveau. Il est des hospitalisations qu'on pourrait éviter. Il est des passages par les urgences qui sont dramatiques. Et parfois, ce n'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise volonté, mais c'est vrai que faute d'avoir une solution, on envoie aux urgences, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, et elles sont extrêmement négatives. Donc la prévention de l'hospitalisation, c'est vraiment un objectif qu'il faut nous donner. Nous sommes dans une détermination de définition d'un état des lieux préalable.
en se disant actuellement combien y a-t-il d'hospitalisations évitables. C'est un peu compliqué à cerner statistiquement, mais on essaie d'y travailler et on va se donner des objectifs de réduction de ces pourcentages d'hospitalisation évitables sur les 4 ou 5 années de mise en œuvre de l'expérimentation. Troisième élément pour prévenir l'hospitalisation, c'est la valorisation des réseaux gérontologiques. Nous avons la chance sur Marseille, il me reste 5 minutes, c'est ça à peu près, nous avons la chance sur Marseille d'avoir des réseaux gérontologiques. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau gérontologique? C'est la mise à disposition du médecin traitant et de la personne âgée d'une équipe de coordination qui va organiser une réponse globale. C'est quoi une réponse globale? C'est une réponse qui va intégrer à la fois le problème du rendez-vous chez le dermato, le problème de kiné, le problème de portage de repas, le problème de nettoyage de la maison, le problème de la captation d'héritage, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on essaie d'organiser une réponse globalisée et on met à la disposition du médecin traitant, parce que s'il est confronté à ce problème dans son cabinet, il va dire « Attendez, moi je n'ai pas le temps, moi je ne vais pas pouvoir pendant la matinée contacter le travailleur social, le portage des repas, etc. » Donc le réseau est là pour, dans les situations complexes, organiser cette globalité de la réponse en mobilisant l'ensemble des acteurs potentiellement concernés auprès de la personne âgée. Et ça, c'est un élément important. Alors, ce qu'on voudrait, c'est qu'on développe cette activité. Statistiquement, 20% des médecins de Marseille sollicitent les réseaux. On n'arrivera jamais à 100%, mais entre 20 et 100, on se donne un objectif d'augmenter. Et donc, on va aller là aussi développer une campagne de communication auprès des médecins généralistes. Vous avez à votre disposition des réseaux gérontologiques qui sont là pour vous accompagner dans une véritable stratégie globale d'accompagnement des personnes âgées. Actuellement, les 4 réseaux, grosso modo, ont une file active de 800 personnes. Chaque année, on prend en charge 800 personnes. Alors, on va nous dire, ça a un coût, c'est vrai. Au total, en gros, qu'est-ce que coûtent les réseaux gérontologiques à Marseille? 800 000 euros. 800 000 euros divisé par 800, vous allez me dire fort justement, ça coûte 1 000 euros par an par personne prise en charge. Alors certes, 1 000 euros, c'est beaucoup, mais on a la prétention de dire au niveau des réseaux, et je vois M. Portier qui opine, et on est bien d'accord là-dessus, une personne prise en charge par un réseau gérontologique, c'est une hospitalisation d'éviter. Et une hospitalisation, peu ou prou, ça coûte entre 4 et 5 000 euros. Donc c'est notre argumentation de dire, certes, nous avons un coût, mais qu'est-ce qu'on rapporte globalement à la société et à la sécurité sociale? Parce que c'est autant d'hospitalisations évitées. Et donc vous comprenez bien que si on parle de prévention de l'hospitalisation, ben c'était normal d'intégrer cette logique des réseaux gérontologiques, parce que nous avons un rôle essentiel pour favoriser la coordination des acteurs et éviter cette hospitalisation qui, sans les réseaux de coordination, ben, seront souvent la solution de repli, mais qui n'est jamais une solution satisfaisante, ou en tout cas qui l'est rarement. Dernier point dans cette logique de prévention de l'hospitalisation, il faut qu'on se bouge, là encore, sur cette logique de la prévention de la iatrogénie médicamenteuse, c'est le sujet âgé. C'est impressionnant de voir le nombre de médicaments, je n'ai pas les statistiques, de voir le nombre de médicaments que prennent chaque jour un senior et en progressant avec l'âge, une personne âgée. C'est impressionnant. Je le disais tout à l'heure, on a un travail énorme et le parcours doit être une opportunité pour travailler sur la prévention de la iatrogénie. Alors, il y a une première réflexion qui va être lancée sur les benzodiazépines, très probablement, en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de limiter le recours aux benzodiazépines. Vous avez dû entendre parler, par exemple, d'un certain nombre de réflexions sur l'impact des somnifères sur la maladie d'Alzheimer. Bon, je me garderai bien d'entrer dans le débat, ce n'est pas ma compétence. Enfin, toujours est-il qu'il y a quand même un certain nombre de conséquences possibles de cette systématisation de la polymédication. Ce n'est pas possible qu'en se goinfrant d'autant de médicaments, il n'y ait pas d'impact. C'est vrai que sans être médecin, intellectuellement, on le conçoit. Donc, travailler à la prévention de la iatrogénie, alors c'est compliqué, ce n'est pas une note de service qu'on va prendre le 1er février qui va dire « il est mis fin à la iatrogénie médicamenteuse », on le sait bien, c'est un travail de longue haleine, mais il faut qu'on s'investisse dans ce domaine-là en mobilisant tous les acteurs qui associent les institutions et les médecins libéraux. J'y reviens parce que tout passe par eux. Tout ce que je dis n'a de sens que si les médecins libéraux s'approprient la démarche. S'ils ne sont pas d'accord avec cette démarche, c'est du vent tout ce que je raconte. C'est essentiel qu'on travaille la main dans la main avec les professionnels libéraux au sens large, c'est-à-dire les médecins, c'est-à-dire les professionnels libéraux, les infirmiers et les kinés, les autres paramédicaux, et bien évidemment aussi, je ne l'ai pas assez dit, mais ça va de soi, avec les services d'aide à la personne, les services qui interviennent à domicile. Tout se tient. Si un des maillons de la chaîne manque, le parcours n'existera pas. Parce que la réussite d'un parcours, c'est bien l'anticipation des ruptures. S'il fallait retenir un terme de ces parcours, c'est anticiper les ruptures.
Or, si on réfléchit, qu'est-ce que c'est la rupture dans la vie d'une personne âgée à partir de la retraite? Au passage, la retraite, c'est déjà une rupture. Si on y réfléchit bien, il y en a beaucoup des ruptures potentielles. C'est la survenance de la dépendance, c'est la perte du lien social, c'est l'isolement, c'est la maladie, la survenance de la dépendance, etc. Des moments de rupture, il y en a beaucoup. Donc, un parcours réussi se préoccupera d'apporter une réponse personnalisée permettant d'anticiper les ruptures. Et l'hospitalisation, c'est une des ruptures que précisément on veut arriver à éviter. Alors, le module 2 concerne la gestion des sorties d'hospitalisation. Il est parfois des cas où l'hospitalisation est inévitable, bien évidemment. Eh bien, alors, il faut qu'on arrive à gérer les sorties d'hospitalisation. Il nous est demandé de créer une plateforme de gestion des sorties d'hospitalisation. Nous sommes en train de recruter une infirmière qui, en binôme avec le médecin qu'on va recruter, va travailler sur cette question. Mon souhait, notre rêve, c'est que sur Marseille, au moins dans un premier temps, que lorsqu'une personne âgée se retrouve dans un établissement de soins, que ce soit un hôpital ou une clinique, dès le premier jour, on se dise « et la sortie, c'est où ?» Qu'on n'attende pas 8 jours avant de se dire « ah bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour la sortie ?» Déjà, premier point. Deuxièmement, que chaque fois qu'il y a un séjour d'une personne âgée, le deuxième jour, on se dise « le médecin traitant, est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'on arrête une stratégie avec lui pour voir ce qu'on va faire à la sortie ?» Et que le troisième jour, je dis n'importe quoi en termes de chronologie, que le troisième jour, on ait déjà mobilisé les services qui vont intervenir à domicile, s'il faut un aménagement de l'habitat ou s'il faut organiser je ne sais quelle prestation qui auparavant n'existait pas. C'est presque du bon sens. Ça va de soi, mais ça va encore mieux en le disant. Il va falloir qu'on se mobilise là-dessus. L'idée, c'est d'arriver à définir, d'ici la fin 2013, un protocole d'hospitalisation, d'admission des personnes âgées en institution de santé, en établissement de santé, pour essayer de limiter la durée. Parce que quand on parle de prévention de l'hospitalisation, ça recouvre en fait deux aspects. C'est éviter l'hospitalisation et, quand elle est survenue, en limiter la durée. Éviter que la personne traîne à l'hôpital simplement parce qu'on n'a pas trouvé de solution d'aval. Ça, c'est dramatique. Et ça aussi, il faut qu'on se mobilise grâce à cette logique de parcours pour l'éviter. Voilà. Dernier petit point au titre des deux modules, il faut bien sûr qu'on développe un système d'information qui soit partagé entre tous les professionnels, parce que c'est clair que tout ça suppose une base d'information clairement diffusée et partagée. Alors très probablement, on va travailler en utilisant le DMP. On ne va pas inventer la roue en créant notre propre système d'information qui nous soit propre. Parce qu'il y en a marre des guichets uniques. Guichets uniques, ça ne devrait pas prendre de S. Or, les guichets uniques et les dossiers uniques, il y en a de tous les côtés. Alors, n'en créons pas un de plus, pitié. Donc, on va essayer d'utiliser l'existant et de voir dans quelle mesure on peut permettre à tous les professionnels concernés d'intervenir sur ce dossier. C'est essentiel. Là encore, s'il n'y a pas de système d'information, on va dans le mur dans cette belle expérimentation. Voilà, en gros, schématiquement, tout ce que je voulais dire sur cette logique du parcours. Mais vous voyez que finalement, la prévention de la dépendance, le parcours, c'est cette logique finalement de la mobilisation des acteurs au service d'un vieillissement actif. Et comme a pu le dire Serge Guérin, la dévalorisation des seniors est une insulte faite à l'avenir. Je vous remercie. Bravo Jean-Claude Pical pour cette très belle présentation. Bravo d'abord pour cette initiative marseillaise tout à fait pertinente relative à la prévention de la dépendance. Je suis également convaincu que la sensibilisation du grand public et des médecins traitants est primordiale. Et bravo pour cette expérimentation qui met la personne très concrètement au cœur des dispositifs. Et on n'est plus là sur des grands principes qu'on affirme, mais sur une vraie réalité. Donc vraiment bravo. Nous avons un petit temps d'échange avec Jean-Claude Pical qui doit nous quitter à la fin de la session. C'est pour ça qu'on a divisé le temps d'intervention en deux. Je vois une première question là, monsieur, je vous en prie. Je vous remercie, monsieur Pical, c'est le président du comité régional ADMR. Je vous remercie de la démonstration que vous avez faite, c'est extraordinaire, on est d'accord. Par contre, j'aimerais vous poser une question. Je ne sais pas s'il y a des médecins généralistes dans la salle. On s'est aperçu que les malades, ou enfin les personnes qui vont consulter, réclament toujours à la sortie une ordonnance médicamenteuse. Est-ce qu'on peut aller rencontrer un médecin généraliste et ne pas avoir d'ordonnance? C'est une question qu'on pourrait se poser. Ça éviterait peut-être le terme un peu barbare que vous avez dit, c'est l'iatrogénie, c'est ça, médicamenteuse. Merci.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est aussi un problème de culture. Hein. Un médecin qui ne prescrit pas n'est pas un bon médecin. C'est la culture que l'on a. C'est sûr que la compétence d'un médecin s'apprécie souvent, malheureusement, au volume des ordonnances. Il faut que culturellement on évolue là-dessus. Mais c'est pour ça que c'est vraiment un problème commun au grand public et aux médecins, bien évidemment. D'autres questions? J'en ai une, votre expérimentation a débuté quand? Elle vient de débuter, là? Alors, c'est un peu compliqué dans la mesure où nous avons eu l'autorisation au mois de mai. Les crédits devraient arriver au mois de décembre. Alors bon, on a quand même mis sur pied le système, l'ossature du système est sur pied. On commence déjà à se réunir. On a déjà eu 2 réunions, on en a une lundi prochain. Et les recrutements seront effectifs au 1er décembre. Donc, on recrute un mi-temps médical pour intervenir dans les EHPAD en tant que gériatre et pour contribuer à la réflexion globale sur le parcours. Et l'infirmière, on devrait la recruter, je pense aussi au 1er décembre, pour participer à la mise en œuvre de la plateforme de gestion des sorties. Plateforme, on est bien d'accord, n'a pas de signification géographique. C'est un peu comme les Mayas. Hein. Une Maya, c'est tout sauf une maison. Le terme de M est malheureusement impropre. Maya, c'est-à-dire maison pour l'autonomie et l'intégration des patients Alzheimer. C'est tout sauf une maison. C'est une méthodologie commune. Hein, on aurait dû remplacer maison par méthode. Et bien là, c'est pareil. La plateforme, il n'y a pas un service téléphonique qui va gérer toutes les sorties d'hospitalisation. Mais l'idée de la plateforme, c'est l'idée de regroupement de personnes qui vont se préoccuper sur une labellisation de la pratique et diffuser ces guides de bonne pratique auprès de l'ensemble des professionnels. D'accord. D'autres remarques? Monsieur au bout. Une question très pratique. Si je veux aller consulter au centre d'évaluation des seniors, combien ça me coûte? Oui. Pardon? Combien ça me coûte si je vais consulter au centre d'évaluation des seniors? Alors, on est dans la logique de l'intégration dans le parcours de soins, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une prescription du médecin traitant et ça coûte ce que coûte une consultation, c'est-à-dire que la carte vitale est mutuelle et puis c'est tout. D'autres remarques? Questions? Observations? Non. Si, je ne vois pas. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur, allez-y. Le transfert vers les EHPAD, enfin le transfert, non. Les malades qui s'aggravent restant en EHPAD posent des gros problèmes, puisque les EHPAD en sont à trier en fonction des GIR, vu le faible nombre de personnel qui y a affecté. Donc si en plus il y a des malades aggravés, à mon avis, sans augmentation de personnel, c'est très intéressant comme solution, mais c'est guère possible. Alors, mais c'est bien pour ça que par rapport à la situation actuelle, on va proposer l'intervention de professionnels qui peuvent intervenir auprès des EHPAD. Et notamment, on peut développer le recours aux services d'hospitalisation à domicile, notamment. Hein, justement, parce qu'on part d'un point de départ où vous avez parfaitement raison. Et c'est sûr que s'il y a une dégradation et s'il n'y a pas de moyens spécifiques qui sont mis en œuvre, ben la seule solution, c'est l'hospitalisation. L'idée, c'est d'essayer de limiter le nombre de fois où on va recourir à l'hospitalisation. Mais vous avez raison, il faut être conscient aussi des contraintes de moyens que nous avons. Mais l'intervention des services d'hospitalisation à domicile, c'est quand même prévu pour ça. Une dernière question? Observation? Non. Bon. Ben, Jean-Claude Pical, merci beaucoup. Ah, si, Merci devant. à vous. Non, j'ai cru voir monsieur qui levait la main. Non. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Et on va passer à la deuxième partie de cette... Oui, on peut l'applaudir, je pense. On va passer à la deuxième partie de cette après-midi consacrée à l'innovation sociale. Et je vais laisser la parole à Isabelle Delaunay, qui, je crois, va rester, ne va pas descendre au pupitre, puisqu'elle n'a pas de présentation PowerPoint, et qui est sociologue au Centre d'études et de recherche sur la famille à Sciences Po Aix-en-Provence, et qui, je crois, va nous parler d'une recherche-action qu'elle est en train de mener sur personnes âgées protégées entre dépendance et autonomie, l'expérience du mouvement familial. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'interviens donc pour le Centre d'études et de recherche sur la famille de Sciences Po Aix sur une recherche que nous menons actuellement sur les majeurs protégés et plus spécifiquement donc majeurs protégés dans le Vaucluse
avec handicap psychique dans leur accès au logement ou dans leur maintien au logement. Alors, du point de vue du logement, ça signifie qu'on recherche l'autonomie de la personne et ses capacités, son souhait à vivre à domicile, par exemple. Et cette étude, elle est, au départ, elle s'adresse à l'ensemble de la population des majeurs protégés. Le CERF m'a demandé de resserrer le sujet donc, sur les personnes âgées. La première étape qui a été confiée au CERF, c'est une étape de diagnostic de l'existant, avec, classiquement dans toutes les études, une synthèse de la littérature qui peut exister sur cette question, et où on constate finalement assez peu de place à la question des majeurs protégés âgés, des majeurs protégés vieillissants. Quand on lit la littérature sur la question, et notamment la thèse toute récente qui a été soutenue à l'UNAF, du reste, par Pascal Malherbe, également les travaux de Benoît Hérault, également de l'UNAF, on se rend compte que ce segment de population n'est pas le segment principal sur lequel existent des recherches. De manière générale, c'est plutôt la population des jeunes errants, et de leurs difficultés en termes d'alcoolisme, ce qu'on appelle d'un mot extrêmement élaboré la silogomanie, c'est-à-dire le fait, quand on a un logement, d'y entasser un certain nombre de poubelles, de choses comme ça. Ce sont plutôt ces côtés-là qui retiennent l'attention quand on fait une recherche sur les majeurs protégés en lien avec le handicap psychique. Et les principaux travaux qui portent sur la question sont ceux de Janine Bachimon, de l'UNAFAM, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Donc ces principaux travaux nous montrent des difficultés qui ne sont peu liées à la vieillesse, finalement. Lors de notre enquête qualitative, qui a consisté donc une rencontre et un des entretiens, il a été également assez difficile de rencontrer des personnes âgées sous-protégées, donc, puisque cette étude nous ayant été confiée par l'UDAF de Vaucluse, se déroulait en lien avec l'UDAF de Vaucluse, et la manière de rencontrer les majeurs protégés était notamment d'aller à leur rencontre dans des entretiens lors du café social. Et évidemment, ce n'est pas le matin au café social qu'on rencontre très fréquemment des personnes âgées. Si bien que nous en sommes actuellement, et je parle donc d'une recherche qui est en cours, elle n'est pas du tout terminée, elle s'achève fin janvier, à l'étude quantitative qui est assez révélatrice et qui porte sur les 700 dossiers qui sont gérés par l'UDAF de Vaucluse en liaison avec les mandataires. Donc, ces 700 dossiers ont été étudiés de manière à pouvoir faire ressortir les besoins de ce public, toujours sous handicap psychique, en lien avec le logement. Alors très rapidement, pour tenir compte du contexte départemental qui a été, je pense, suffisamment évoqué ce matin par les différents intervenants, je reviendrai simplement rapidement sur l'analyse de la commande en lien avec ce contexte. On constate dans le Vaucluse une prévalence assez élevée de la mise sous protection, avec un adulte sur 68 mis sous protection dans le Vaucluse, alors qu'en France, en données nationales, on est à 1 sur 80. Donc, on peut se demander pourquoi, et on a des interrogations qui sont à la fois des explications, comme dans toute recherche. On pose des hypothèses. La première hypothèse, c'est celle de la précarité, puisqu'on l'a vu ce matin. Donc, le Vaucluse est un des départements les plus pauvres de France, avec une précarité extrêmement importante. Et l'une des hypothèses des recherches que j'ai citées précédemment, c'est que la pauvreté et la précarité sont des facteurs de fragilisation des individus qui peuvent conduire à une mise sous protection. C'est d'ailleurs une des hypothèses qu'on a cherché à vérifier dans cette étude quantitative et dans nos chiffres. La seconde hypothèse en lien avec notre population, donc, c'est d'aller vérifier si le vieillissement de la population et l'accroissement de l'espérance de vie n'a pas une incidence donc, en termes de mise sous protection, avec tout simplement en creux dans le terme de vieillissement l'idée d'une dépendance qui s'exprime dans la mise sous protection. Ce sont les hypothèses assez classiques qu'on rencontre. Et dans le Vaucluse, ça peut tout à fait ça peut être assez pertinent de s'interroger sur ce vieillissement, puisque nous sommes un département qui vieillit beaucoup ces dernières années. Depuis 1968, le nombre de jeunes dépassait le nombre de personnes âgées. En 2010, c'est l'étude qui a été menée par le département et par l'INSEE qui le montre, la révolution grise est en marche dans le Vaucluse, avec un nombre de personnes âgées qui dépasse le nombre de jeunes de moins de 20 ans. Un phénomène de vieillissement et une gérontocroissance qui sont dus, comme vous le savez, aux arrivées des générations nombreuses d'après-guerre, aux âges élevés. Dans le même temps, donc, quand on isole ce contexte sociologique et départemental,
On fait ce que Pascal Malherbe fait dans sa thèse, donc, qui a été soutenue en juin 2012 sur cette question à l'UNAF. On regarde aussi si les variables d'âge et les conditions socio-économiques ne font pas varier le profil des majeurs protégés d'un département à l'autre. Et c'est ce à quoi elle aboutit dans sa thèse. En fait, on se rend compte que le contexte est extrêmement prégnant. Donc, quelques chiffres sur la pauvreté et la précarité. Donc, je disais que c'était l'un des départements les plus pauvres. 18% des habitants du Vaucluse vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes au 7e rang des départements métropolitains concernés donc en termes de taux de pauvreté, avec des Vauclusiens de 65 ans qui sont également les plus pauvres de PACA. Donc un contexte qui est extrêmement défavorable et j'allais dire peut-être en hypothèse favorable à la mise sous protection. Je ne reviendrai pas sur les personnes âgées dépendantes dans le Vaucluse, ou alors vraiment pour repréciser ce qu'a dit Denis Brun tout à l'heure, nous connaissons 9300 personnes âgées dépendantes dans le Vaucluse, avec beaucoup plus de femmes en général que d'hommes, pour des raisons d'espérance de vie. Donc, et pas simplement, on sait aussi que les femmes sont plus souvent concernées par une espérance de vie avec incapacité que les hommes. Les 3/4 de ces personnes âgées dépendantes vivent à domicile, ce qui est important, parce qu'on imagine souvent que les personnes âgées dépendantes sont en établissement, mais les 3/4 vivent à domicile, et parmi elles, 3 sur 4 vivent avec d'autres personnes. Donc ça, ce sont les données de contexte global. Cela dit, dans toute recherche, on s'interroge d'abord sur la légitimité de notre étude, parce que le contexte général du Vaucluse, finalement, semble aller à l'encontre de l'image que les majeurs... Enfin, je dirais que l'image que les majeurs protégés renvoient de manière générale en France, c'est celle d'une population relativement jeune. C'est ce que je disais tout à l'heure. On voit beaucoup de jeunes. La moitié a entre 40 et 50 ans. Les 2/3 ont moins de 70 ans. Effectivement que le contexte vauclusien peut nous conduire à imaginer que cette population de personnes âgées sous tutelle peut être importante, mais ça n'est pas une évidence quand on aborde le sujet. Et une étude plus poussée des chiffres, cela dit, nous montre quand même quelques grands enjeux sociaux à venir du fait des évolutions démographiques et du papy boom notamment et du vieillissement. Si on s'intéresse de manière générale aux majeurs protégés en France, on constate certes que la moitié a entre 40 et 50 ans, que les 2/3 ont moins de 70 ans, mais ça prouve aussi qu'un tiers a plus de 70 ans, et ça c'est une proportion qui est supérieure aux personnes de 70 ans en France de manière générale. Ça fait donc une population dont le poids démographique en fait un groupe surreprésenté au sein de la population. Si on s'intéresse aux majeurs protégés âgés maintenant, on va constater que parmi ces personnes de 60 ans et plus, la moitié a 75 ans et plus, ce qui est beaucoup plus qu'en population générale française. Et là, on peut imaginer quand même qu'il y a un lien entre l'entrée dans la dépendance et la mise sous protection, sachant que la proportion de majeurs protégés augmente en France beaucoup à compter de 80 à 85 ans, qui est aussi, enfin en ce qui concerne le Vaucluse, mais c'est un constat national, l'âge de l'entrée dans la dépendance. On constate que la bascule se fait vers 85 ans, l'entrée dans la dépendance, et c'est également à cet âge-là donc, que la population de mise sous protection dans les âges âgés augmente beaucoup. Et si on regarde encore rapidement ce qui se passe en France, on se rend compte que la prévalence de la mise sous protection double entre 75 et 90 ans et qu'elle double à nouveau entre 90 et 95 ans. Donc on imagine bien à un moment donné, en hypothèse, que finalement la dépendance va conduire des personnes âgées à être mises sous protection. Ceci dit, quand on regarde un petit peu plus en avant, on constate des différences qui sont intéressantes. Et là, je vais vous faire part des derniers chiffres que nous avons travaillés pour le CERF. D'une part, en termes de dimension sexuée, mais surtout en termes de handicap psychique, puisque finalement, dans cette étude, on s'intéresse aux majeurs protégés avec handicap psychique. Et ce qu'on vient de faire depuis tout à l'heure, c'est de montrer que certainement, étant donné l'entrée dans la dépendance vers 80-85 ans et l'augmentation de la mise sous protection à cet âge-là, on imagine qu'il y a donc une relation extrêmement étroite, mais elle n'est pas si avérée que ça. On voit finalement qu'on a une population âgée au sein de laquelle notre interrogation va porter sur deux choses que nous étudions dans les chiffres. Ça va être de faire la distinction entre, d'un côté, les personnes âgées qui, du fait de l'entrée dans la dépendance, et là on a regardé Alzheimer, etc., tous ces troubles apparentés, sont mises sous protection.
Et puis on voit une autre distinction entrer, c'est les personnes handicapées psychiques qui finalement vieillissent du fait d'une espérance de vie accrue. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément et sur lequel je n'ai pas trouvé d'études qui existent, notamment dans toutes ces études sur les majeurs protégés. On voit aussi dans les chiffres que nous travaillons les premiers effets des mises sous protection clairement explicités au motif d'une précarité. C'est-à-dire que quand on regarde dans les jugements, les juges explicitent clairement et disent cette personne est précaire et pauvre et nous sommes obligés, du fait d'une retraite extrêmement petite, notamment c'est du veuvage féminin, retraite féminin, au motif d'une retraite quasi inexistante, nous sommes obligés de la mettre sous protection pour l'amener à être accompagnée systématiquement. C'est une interrogation qui était tout à fait légitime, surtout sur le territoire vauclusien, mais c'est une interrogation qui renvoie à des interrogations politiques également. En général, la mise sous protection n'est pas de manière évidente une mise sous protection pour cause de pauvreté. Ceci dit, nous l'avons trouvé dans plusieurs dossiers qui sont récents, mais qui prouvent que ce phénomène tente à se développer. Alors, au total, ce que nous pouvons constater, donc, c'est une apparition du très grand âge, de toute façon, avec un majeur protégé un majeur sur 10 âgé de 90 ans et plus, où là, on voit véritablement cette entrée dans la dépendance qui se solde par une mise sous protection, ce qui est un chiffre extrêmement intéressant pour le Vaucluse, parce que, Denis Brun vous l'a dit tout à l'heure, dans l'étude de l'INSEE, on constate qu'entre 2010 et 2020, c'est la strate de population, la tranche d'âge qui sera amenée à croître le plus, avec plus de 3000 personnes en 2020. Si on fait un ratio, on peut imaginer que d'ici 2020, ça correspondra à 350 personnes supplémentaires en mise sous protection, si on imagine que les mécanismes de mise sous protection continuent à être les mêmes jusqu'à présent. La structure par sexe de ces majeurs protégés nous interroge aussi, parce que, étonnamment, la structure par sexe des majeurs protégés de plus de 60 ans est exactement la même que celle de la population du Vaucluse et de la population française, c'est-à-dire qu'on constate, c'était les chiffres ce matin de l'ARS, me semble-t-il, 56% de femmes, 44% d'hommes. Or, on est sur une population âgée, et normalement, dans une population âgée, il y a une surproportion de femmes extrêmement importante. On sait aussi que chez les majeurs protégés plus jeunes, il y a beaucoup plus d'hommes. Mais en fait, on constate surtout une inégalité de la mise sous protection aux âges avancés qui fait que la mise sous protection aux âges avancés est surtout un destin féminin, alors qu'avant 60 ans, c'est surtout un destin masculin. En termes de mode de vie, là encore, les différences sont importantes avec la population générale, puisque les majeurs protégés âgés se répartissent à peu près équitablement entre le domicile et les établissements. Alors c'est assez atypique, puisque 96,6% des personnes âgées de 60 ans et plus dans le Vaucluse vivent à domicile. Ça signifie aussi, à contrario, que la moitié des majeurs protégés âgés vivent à domicile, et ça peut sembler important quand on pense qu'ils sont mis sous protection. Alors, la bascule se fait après 75 ans, où là, 70% des majeurs protégés vivent à domicile. Donc finalement, au terme de ces interrogations et des chiffres qui apparaissent, là, qui sont des chiffres tout nouveaux, plusieurs hypothèses restent à vérifier. D'abord, nous avons à croiser les différents types de handicaps identifiés par classe d'âge et les dates d'entrée dans la mesure, pour savoir dans quelle mesure il s'agit de personnes handicapées vieillissantes, qui sont dans cette mesure depuis très longtemps et qui finalement arrivent à des âges avancés, ce qui n'existait pas forcément dans la population française jusqu'à présent, et on a peu d'études dessus, ou dans quelle mesure ce sont des personnes âgées qui, du fait de l'entrée dans la dépendance, qui se traduit par un handicap psychique, sont mises sous protection. Et là, on a à mesurer les implications du plus grand vieillissement de la population et du vieillissement avec incapacité, donc se traduisant par du handicap psychique. Lorsqu'on regarde l'étude des types de handicap, on se rend compte finalement dans cette étude que plus de la moitié sont des handicaps liés à la dépendance, ce qui veut dire aussi, a fortiori, que près de la moitié, puisque ça se joue à très peu, 48-52%, que près de la moitié sont des personnes qui étaient porteuses de handicap psychique et qui rentrent dans la vieillesse et qui, à ce moment-là, vont intégrer
dans la moitié des cas, un établissement et vont rester, pour l'autre cas, à domicile. Bien évidemment, pour un établissement et même pour le domicile, ces deux groupes de population vont poser des questions totalement différentes. Et cela pose la question de la cohabitation en établissement, de personnes âgées qui deviennent dépendantes, donc, du fait d'un Alzheimer, etc., et de la cohabitation avec des personnes qui sont handicapées psychiques et qui vieillissent là. On en a parlé ce matin. Donc, sachant que quand on regarde le type de handicap, on se rend compte qu'une personne sur 2 est atteinte par une psychose et 1 sur 10 par de l'alcoolisme. Autrement dit, toutes ces populations vont être amenées à cohabiter au sein d'établissements. En 75%, ce sont des EHPAD, donc des maisons de retraite. On a aussi de la maison d'accueil spécialisée, hôpital psychiatrique, foyer logement, services de long séjour. Donc, quid de la prise en charge ? Que les autres sont amenés à réintégrer un logement, finalement. Alors, c'est encore une des questions qui se posent dans cette recherche. C'est qu'on constate que sur des personnes âgées dépendantes qui étaient en établissement et qui basculent dans le handicap psychique, éventuellement, et qui, à ce moment-là, sont mises sous tutelle, le retour à domicile est pratiquement impossible et extrêmement rare. On va assister à un mouvement complètement différent des personnes qui sont handicapées psychiques, vieillissantes et qui vont éventuellement intégrer un établissement, parce qu'au terme de l'enquête qui a été menée donc, de manière qualitative, avec des interrogations auprès des psychiatres, on va aboutir à quelque chose à un mouvement complètement différent qui fait que les personnes handicapées psychiques, le fait d'intégrer un logement fait partie véritablement de la construction de leur projet de vie, à l'opposé d'une personne âgée dépendante qui va vieillir en établissement. D'où des différences extrêmement importantes entre ces deux types de populations que j'ai moi-même découvertes en menant cette recherche, ne pensant pas a priori tomber sur des types de populations aussi différents. Encore une fois, il n'existe pas de recherche très peu de recherches sur les personnes âgées mises sous protection, avec une conclusion en forme d'ouverture, mais d'interrogation qui se pose dans le cadre de cette recherche, des réalités qui s'inscrivent dans les évolutions de la famille contemporaine. On se retrouve avec deux groupes de population parfaitement différents, mais avec des prévalences de situations d'Alzheimer et apparentées qui sont de plus en plus importantes et qui sont à supporter, ça a été évoqué ce matin, par des enfants qui sont eux-mêmes déjà âgés. Les personnes de 80 ou 90 ans et plus ont des enfants qui sont eux-mêmes âgés et qui sont face à des difficultés. Dans ces difficultés, la mise sous protection peut être un soulagement, finalement, peut apporter du mieux. On a également à prendre en compte toutes les évolutions de la famille contemporaine avec des situations d'éclatement géographique des familles que nous constatons dans le Vaucluse. Donc, nous avons beaucoup, et je pense en PACA, c'est assez similaire, de personnes âgées qui viennent vieillir ici alors que les enfants ne sont pas ici. Quand il y a des mises sous protection, très souvent, ça peut être confié à la famille. Donc voilà, cela pose ces questions. Et puis en même temps, donc, on aboutit aussi et c'est une question que nous souhaitons tester, à interroger l'autonomie de la famille et de la sécurisation de la dépendance de la personne âgée lorsqu'elle est mise sous tutelle, finalement, dans des familles au sein de familles qui souhaitent se libérer de l'épuisement d'un maintien à domicile dans un contexte de conduite à risque qui sont souvent renouvelés de la part du parent protégé. Voilà donc l'essentiel de ces recherches que je vous ai exposées et qui sont, j'en ai bien conscience, parfaitement inabouties puisque cette recherche est encore en cours. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle Delaunay pour ces travaux passionnants et vraiment pertinents qui viennent éclairer effectivement un champ de recherche peu documenté. Et il est vrai que la situation spécifique des majeurs protégés vieillissants est très peu investiguée, alors qu'il s'agit vraiment d'une problématique tout à fait particulière. Je propose que vous conserviez vos questions pour la fin de cette session-là. Je propose que tous les intervenants nous fassent leur petite présentation et on regroupe l'ensemble des questions pour l'ensemble des intervenants pour la fin de notre atelier. Donc, nous passons à l'intervention suivante. Il s'agit de Frédéric
Skitékat, pardonnez-moi si je prononce très très mal, et Valentine Drieux, donc Frédéric est directeur de Missia Conseil, et Valentine Drieux est conseillère technique personnes âgées à l'URIOPS PACA Corse. Donc ils vont nous faire une intervention à 2 voix sur les politiques et moyens mis en œuvre dans les établissements sanitaires et sociaux, et je crois que c'est Valentine Drieux qui va commencer. Bonjour. Alors, je vais démarrer pour cette intervention en vous parlant de ce qui, moi, m'a interrogée quand M. Stewie m'a fait l'immense honneur de contribuer à vos travaux. C'est la question de vieillissement actif, la question de la prévention, la préservation de l'autonomie, traitée du point de vue des personnes qui sont accueillies, hébergés, accompagnés par des services et des établissements médico-sociaux. Donc, il s'agit pour moi ici de vous faire part de ce questionnement, de mettre en lien la notion de vieillissement actif, puisque c'est ça qui nous rejoint aujourd'hui, la préservation de l'autonomie avec les lieux où elles peuvent s'exercer, c'est-à-dire le domicile des personnes âgées, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, les services à partir du domicile et les établissements. Donc, déjà, la culture de la prévention se répand, encore trop peu, mais on sent bien que le mouvement est à l'œuvre. Alors, sans s'étendre, parce que le temps est compté pour nous, on peut parler du travail qui est en cours, qui est commandé par la ministre déléguée aux personnes âgées à l'autonomie, au professeur Jean-Pierre Aquino, qui était autrefois acteur du comité Bien Vieillir et qui est aujourd'hui en charge d'un rapport sur l'avancée en âge. Alors, j'ai noté ce matin que c'était le terme qui avait été employé par Madame Laurent, et on peut, à l'instar de M. Pical tout à l'heure, observer les glissements sémantiques. On ne parle plus de bien vieillir, on ne va pas parler de mauvais vieillissement, maintenant on va passer à l'avancée en âge, en termes d'appréhension positive de la notion. Alors, pour moi, ce n'est pas qu'anecdotique, parce qu'effectivement, ce rapport constituera le deuxième volet de la loi autonomie. Et donc, un des axes de ce rapport, c'est la prévention de la restriction d'autonomie. Là encore, les termes évoluent. Donc, j'évoquerai juste 2 axes qui sont à l'œuvre dans ce rapport. Un premier dont on a beaucoup parlé, mais je pense on n'en parlera jamais assez, c'est le fait qu'il est très important de combattre, de lutter contre la solitude des personnes âgées, mais aussi, évidemment, on en a parlé à plusieurs reprises, de réduire les hospitalisations évitables. Mais ce qui est noté également, et mon collègue va en parler dans quelques instants, la valorisation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, l'évaluation, enfin le processus d'amélioration continue par l'évaluation dans les établissements et services, mais aussi 2 points importants, je pense que Frédéric en parlera un peu plus tard, c'est l'importance des interventions des médecins coordinateurs en EHPAD, des pharmaciens référents, et aussi, il est mentionné dans ce rapport, le fait d'insérer la prévention dans l'outil Pathos. Alors ça, c'est peut-être des choses dont on parlera un peu plus tard. En tout cas, pour démarrer l'intervention, je voulais juste rappeler que les outils, quelque part, on les a, puisque le secteur médico-social est porté par la loi du 2 janvier 2002, le secteur sanitaire par la loi du 4 mars 2002, et là, on est bien sur la notion d'usager au centre de l'accompagnement. Donc là, les outils fondateurs, on les a. Maintenant, les objectifs qui sont portés par ces lois ont été déclinés dans les plans quinquennaux dont on a parlé ce matin, le plan Solidarité Grand Âge, le plan Alzheimer, qui vont financer et structurer l'offre de prise en charge. Ce matin, on a également parlé de la loi Hôpital Patients Santé Territoire, qui a également contribué à refondre le secteur avec le nouveau processus d'autorisation et la notion de performance. C'est juste pour ça que j'en parle, puisque Frédéric en parlera tout à l'heure. Alors maintenant, je vais vous dire quelques mots sur les dispositifs. Alors bien sûr, on en a beaucoup parlé dans la journée, c'est un peu ça la difficulté d'intervenir. Plus le temps avance, plus on a l'impression que le propos est largement rebattu. Donc, je passerai assez vite. Donc, en démarrant bien sûr sur le domicile, avec ce qui me paraît vraiment très important, je vais revenir là-dessus, les services d'aide à domicile.
prestations de services ménagers, prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels. Alors, après, il y a un certain nombre de dispositifs, on en a parlé, donc je ne vais pas y revenir. Mais pourquoi ça paraît important? Parce qu'effectivement, on a parlé longuement ce matin, encore cet après-midi, de la politique de maintien à domicile qui paraît comme le lieu naturel de vie des personnes âgées. Alors, c'est un élément indiscutable. Néanmoins, il faut mentionner que la présence des acteurs de l'aide à domicile est un facteur particulièrement important dans le maintien de l'autonomie. Alors, on l'a dit aussi, mais je me permets de le répéter, ce secteur est, on le sait, fortement mis à mal et c'est à nos yeux extrêmement dommageable dans le contexte de cette politique de maintien à domicile, parce que ces services, et je pense qu'il y a pas mal de gens encore présents cet après-midi qui pourront rebondir là-dessus, ces services contribuent à maintenir l'autonomie par l'entretien du domicile, il y a un rôle sur l'alimentation qui n'est pas négligeable non plus, mais aussi à restaurer le lien social. Et dans la série des rapports qui sont à l'œuvre pour préparer les grandes réformes, on espère, à venir, on peut citer le rapport du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, vivre chez soi, mais vivre parmi les autres. Déjà, rien que le titre est évocateur. Plusieurs points sont mentionnés, et notamment la paupérisation croissante des personnes âgées qu'on croyait disparues, mais ce n'est pas du tout le cas, mais aussi la question de l'isolement. Je dirais aussi quelques mots d'une étude dont un des terrains était Marseille et la région, la recherche qualitative exploratoire sur les handicaps, les incapacités, la santé et l'aide pour l'autonomie, réalisée dans le cadre d'une convention entre l'INPES et la CNSA. Cette étude est intéressante, je pense, parce qu'elle explore les besoins en santé dont les personnes âgées en perte d'autonomie vivant à domicile. Et cette étude met en avant la connaissance, le repérage rapide des problèmes de santé des personnes âgées, la contribution des services d'aide à domicile à lutter contre la malnutrition, voire la dénutrition, et leur rôle dans la prévention des états dépressifs. Mais cette étude va un peu plus loin, et ça rejoindra un certain nombre de constats qui ont été évoqués ce matin, en mettant à jour un certain nombre de limites. Le manque de formation, le turnover des personnels, la méconnaissance des métiers qui entraîne un sentiment de non-reconnaissance des acteurs des services d'aide à domicile. Néanmoins, ces acteurs sont importants parce qu'ils jouent un rôle très important en matière de coordination. Alors on en a un peu parlé, mais peut-être pas assez. Et là encore, je vois des acteurs dans la salle. J'espère qu'ils prendront la parole pour en parler un peu plus tard. On revient toujours sur la notion de parcours. La coordination des acteurs autour des personnes âgées est extrêmement importante. Et là-dedans, les services d'aide à domicile jouent un rôle particulièrement important, notamment pour les sorties d'hospitalisation, réorganiser la vie au domicile pour permettre le retour à la normale. Je voulais juste, avant de laisser la parole à Frédéric, dire un mot des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, les MAIA. Ni une maison, ni un lieu d'accueil, on l'a dit, ni une nouvelle structure, mais un principe d'organisation intégrée, une déclinaison locale en vue de travailler avec l'ensemble des partenaires présents sur le territoire. Et donc, on en vient à la notion d'intégration des services qui, je pense, est un facteur essentiel en matière de prévention. Alors, je vous cite juste les objectifs de la MAIA du Pays Salonnais, qui est une des MAIA de la région, qui me semble intéressant. C'est le fait d'éviter le parcours du combattant. C'est toujours cette expression qu'on peut employer. La MAIA contribue au maintien de l'autonomie en offrant à la personne la possibilité d'entrer dans le dispositif MAIA par n'importe quelle porte, soit le médecin traitant, soit le service d'aide à domicile, soit un passage aux urgences, soit n'importe quelle porte d'entrée. Donc le fait de ne pas perdre de temps est également important. Il y a aussi dans les objectifs de cette structure de faciliter le maintien et le soutien à domicile.
Et là, on en vient bien à ce que disait M. Pical tout à l'heure sur la méthode pour conduire les porteurs de projets à la coordination. On a entendu tout à l'heure Mme Gozlan du CLIC nous dire des choses intéressantes là-dessus. Et effectivement, ça correspond bien à la population cible, qui est celle des personnes en perte d'autonomie fonctionnelle. Et la notion de repérage, on en parlait tout à l'heure, est extrêmement important et on doit vraiment beaucoup travailler là-dessus. Enfin, on n'en a pas parlé aujourd'hui, j'en dis juste un mot tout en n'étant absolument pas spécialiste de la question, mais le grand projet d'EMAIA, c'est également la mise en place d'un référent unique pour les situations complexes, donc avec la fonction de gestionnaire de cas. C'est une nouvelle compétence qui contribue à ce processus d'intégration des interventions autour des personnes et qui vise à améliorer la qualité des interventions. Donc on est bien là encore dans l'idée de favoriser le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles. Donc avant de passer la parole à mon collègue, je dirais juste un petit mot pour conclure sur les établissements pour personnes âgées dépendantes, donc les EHPAD, dont on a un peu parlé aujourd'hui. Et juste... Je m'égare, je reviens un petit peu avant. Je voulais dire un mot de ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui et qui me semble très intéressant. Ce sont les établissements pour les personnes âgées autonomes. Alors, les EHPA, les foyers logements, les petites unités de vie, les MARPA en milieu rural, les béguinages qui ont été cités ce matin. Ces exemples pourraient nous inspirer parce qu'effectivement, il y a l'effet le lien social préservé. Mais donc, je reviens à ce que je disais il y a un instant, au sujet des EHPAD. Voilà, on a dit, il y a eu des mots très durs qui ont été exprimés ce matin. Et puis, j'ai eu quelques échanges avec pas mal de personnes autour du déjeuner. Et effectivement, les EHPAD ne sont pas des mourvoirs, ce sont des lieux de vie. Et il y a beaucoup de professionnels qui s'engagent pour amener de la vie au service des personnes en situation de dépendance. Et je laisse la parole à Frédéric Skidkat. Merci pour cette belle transition. Donc, vous aurez compris, moi, mon propos, ce serait de vous resensibiliser ou de vous sensibiliser sur la problématique des EHPAD, qui est un des acteurs de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes âgées dépendantes. Donc, c'est vrai qu'un EHPAD, moi, je rejoins énormément M. Pical à ce sujet. Un EHPAD a une logique, a une raison à partir du moment où il s'inscrit dans une logique de filière. Et ce principe de filière dans la prise en charge de la personne âgée, c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier. Une personne âgée dépendante, elle devient, ça fait partie d'une trajectoire. Bon, c'est plus ou moins rapide en fonction des accidents de vie ou en fonction des incidents ou des écueils qu'elle peut rencontrer, mais ça reste une trajectoire qu'il faut accompagner. Et l'EHPAD est une des institutions, est un des outils qui, à un moment donné, accompagne la personne âgée dans cette trajectoire de vie aussi difficile et aussi complexe soit-il, pour assurer une prestation qui soit adaptée de qualité. Alors, quand on parle de politique qui est mise en œuvre dans ce type d'établissement, alors sachant qu'un EHPAD, vous avez tout. Vous avez des EHPAD associatifs, vous avez des EHPAD privés, comme disait avec beaucoup de malice M. Pitot ce matin, mais ça reste un EHPAD privé, associatif ou privé lucratif, ça reste des EHPAD privés. Vous avez des EHPAD qui sont rattachés à des hôpitaux, vous avez des EHPAD qui sont publics parce qu'ils sont gérés par des collectivités, donc en l'occurrence des CCAS, et vous avez des EHPAD qui sont publics autonomes, et vous avez autant d'EHPAD qu'il y a de problématiques territoriales et surtout autant d'EHPAD qu'il y a d'intervenants qui le composent, et ça c'est un petit peu quelque chose qu'on a tendance à oublier, que ce qui fait l'EHPAD, c'est pas simplement le prix qui est pratiqué, c'est aussi l'identité qui est défendue par la personne et les personnes qui portent cette institution, et je vais m'en expliquer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un EHPAD, comme toute organisation, enfin structure médico-sociale, elle est soumise à une réglementation qui est quand même assez rigoureuse et assez stricte. Et du point de vue de l'accompagnement de la dépendance, il y a des choses qu'un gestionnaire est obligé de mettre en place. Alors, parmi ces outils, parmi ces obligations, vous avez notamment l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un conseil de la vie sociale, ou à défaut une autre forme de participation, qui est là pour arriver à faire participer, alors selon un système qui est véritablement démocratique, la personne âgée,
le résident à la vie de l'institution. Donc c'est vraiment une instance qui est mise en place pour donner la parole à l'usager, le cas échéant à ses familles lorsqu'elles ont envie d'y participer, sur le devenir de l'établissement, sur la qualité des prestations qu'il met en place, mais c'est aussi sur la stratégie qu'il pourrait développer afin de s'adapter aux besoins et aux attentes des usagers. Donc ça, c'est vrai que c'est un outil qui est finalement assez peu connu, qui est assez peu utilisé, et finalement aussi, lorsqu'on se rend compte, quand on le regarde avec un peu de recul, qui est très difficilement à mettre en place dans les institutions et notamment dans les EHPAD. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans les EHPAD, on a, je suis désolé de dire avec des termes un petit peu crus, mais on a une population qui, hélas, ne reste pas. Alors, on a eu ce matin l'exception, on va dire, à la règle de l'établissement qui était relatée dans les Alpes-Maritimes, où c'est vrai que lorsqu'on a une durée de moyenne de séjour de 8 ans, aujourd'hui, c'est dans un EHPAD quelque chose qui est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que la durée de moyenne de séjour dans un EHPAD, c'est 24 mois aujourd'hui, c'est même pas 2 ans. Il faut le savoir. Donc là-dessus, c'est vrai qu'organiser un processus démocratique, lorsqu'on sait que les personnes n'ont pas le temps de s'impliquer, n'ont pas le temps de participer véritablement, c'est assez difficile de maintenir comme ça, si vous voulez, un continuum dans le processus qu'il conviendrait de mettre en place et de suivre pour arriver à assurer et adapter les prestations servies aux usagers. L'autre outil qui doit être mis en place dans les établissements et qui est mis en place et qui fait véritablement partie de la politique qui décline en interne, c'est ce qu'on appelle le projet d'établissement. Donc ça aussi, le projet d'établissement, c'est un outil qui est très mal utilisé. Alors même si la recommandation de bonne pratique a été récemment émise par l'ANESM, en reprécise le contour, mais un projet d'établissement aussi, c'est un outil qui n'est pas simplement à la disposition des professionnels qui interviennent dans la structure, c'est aussi un outil qui est à la disposition des usagers, des familles. Les usagers et des familles ont la capacité et la possibilité de se l'approprier, d'en apporter des critiques, d'en apporter des corrections. Et ça, véritablement, c'est vrai que cette implication-là et cette volonté-là, on se rend compte qu'elle est rarement portée par les familles au sein des institutions. Alors, pourquoi ? Moi, je crois le savoir, parce que c'est vrai que ce sont des outils qui sont souvent complexes à comprendre, parce que ils sont souvent pas véritablement compris par les personnes qui les rédigent eux-mêmes. Ce sont souvent des outils qui sont un petit peu rédhibitoires à lire, parce que ça paraît lourd et compliqué, et souvent, ce sont des outils qui paraissent difficiles d'accès pour la famille ou pour l'usager qui ne connaît pas du tout l'ensemble des arcanes du secteur médico-social et sanitaire, mais quand bien même c'est un outil qu'il convient de construire avec l'usager ou avec sa famille. Pourquoi ? Parce que ça reste quand même la personne qui est la principale, on va dire, préoccupation du gestionnaire et de l'équipe qui l'entoure. Et ça, mine de rien, on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas du tout mis en place. Enfin, dernier outil qui est censé être utilisé par l'établissement et qui est très peu connu, auquel il y a très peu de participation de la part des familles et des usagers, c'est ce qu'on appelle l'évaluation interne et l'évaluation externe. Alors, ce sont des termes un petit peu techniques, mais je souhaiterais revenir juste 2 petits instants. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des structures médico-sociales sont soumises à des évaluations, lesquelles évaluations ne sont pas faites pour déterminer s'il fait bien son travail ou pas. Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas un questionnaire de satisfaction. Une évaluation interne, c'est la capacité, à un moment donné, de l'établissement à déterminer s'il respecte effectivement les droits des usagers. Alors, parmi les droits des usagers, c'est notamment le principe de proposer des prestations qui soient véritablement individualisées et qui répondent véritablement aux besoins et aux attentes des usagers, mais c'est aussi sa capacité à mettre en place un projet stratégique, un plan d'action dans lequel il se projette pour, dans les 3, 4, 5 années à venir, avoir un outil, avoir une prestation et avoir une organisation qui répondra effectivement aux besoins et aux attentes des personnes projetées dans les 5 années à venir. Alors, toute la difficulté de ce type de processus-là, c'est lequel ? C'est qu'à un moment donné, savoir si on assure des prestations de qualité, autrement dit des prestations qui répondent vraiment aux besoins et aux attentes des usagers, c'est quelque chose qui reste très difficile à valoriser et très difficile à identifier. Alors, dans un EHPAD, il y a finalement 2 types de prestations
qu'on est censé retrouver. Il y a des prestations à caractère obligatoire. Ces prestations à caractère obligatoire, c'est le principe de garantir la sécurité et l'intégrité des personnes. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve au niveau des soins, c'est ce qu'on retrouve au niveau de l'hygiène, c'est parfois ce qu'on retrouve aussi au niveau de l'alimentation. Maintenant, ce qu'on demande aussi à un EHPAD en tant qu'acteur du secteur médico-social, c'est la capacité de répondre véritablement aux besoins et à l'attente des usagers. Le problème, c'est que identifier les besoins et les attentes des usagers et surtout savoir si on est en capacité d'y répondre, ça c'est quand même quelque chose qui est excessivement complexe à mettre en place. Pourquoi ? Parce que la principale personne qui pourrait évaluer l'atteinte de ces objectifs reste l'usager. Le problème, c'est que l'usager, dans un EHPAD, bien souvent, on a du mal à prendre le temps nécessaire, d'une part pour recueillir ses besoins et ses attentes de manière correcte et de manière cohérente, et d'autre part, surtout, on manque d'outils lorsque la parole ou lorsque la perception de l'usager n'est pas complète. Et là, je m'adresse notamment aux personnes qui souffrent de troubles psychocomportementaux, qui composent aujourd'hui une grande majorité des personnes qui sont accueillies en institution. Demander à une personne qui a atteint de troubles psychocomportementaux si les prestations qui sont mises en place correspondent à ses besoins et à ses attentes, c'est une question qu'on peut poser, qui pourra être très objective, mais la réponse qui sera obtenue, selon la façon dont elle est organisée, selon la façon dont elle est recueillie, selon la façon dont elle est traitée, on sera véritablement à côté de la plaque. Et je m'excuse pour ces termes un peu triviaux, mais c'est réellement ce qui se passe dans les établissements. Et c'est là toute la difficulté de l'ensemble de ces gestionnaires. La problématique des gestionnaires aujourd'hui, vous savez, lorsque moi j'entends que beaucoup d'EHPAD lucratifs, c'est pour faire du fric, etc., je comprends très bien que les familles que vous êtes aient envie d'émettre des propos de ce type-là, mais ce n'est pas si manichéen et ce n'est pas si simple que ça. Vous savez, un EHPAD, alors je vais prendre un exemple qui est assez trivial, mais qui est assez parlant. Un EHPAD, vous savez, c'est comme un peu un restaurant, et moi c'est ce que je dis souvent dans les EHPAD dans lesquels j'interviens pour mettre en place des processus de concertation. Ce qui fait un restaurant, c'est pas le prix. Le prix, oui, c'est important. Pourquoi ? Pour qu'on ait le sentiment de ne pas se faire avoir par rapport à ce qu'on a dans l'assiette, mais ce qu'on recherche aussi dans un restaurant, au-delà de ce rapport qualité-prix par rapport à ce qu'on a dans l'assiette, c'est aussi le moment qu'on va passer, c'est aussi les souvenirs qu'on va retirer, c'est aussi cet instant cette espèce de souvenir, cette espèce de mémoire qu'on va avoir et qu'on n'aura nulle part ailleurs. Ça, c'est ce qu'on demande aussi à un EHPAD. Le problème, c'est que c'est quand même assez difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que l'EHPAD ne fait pas tout. L'EHPAD s'inscrit dans une logique de filière. L'EHPAD, c'est un lieu qui est à la fois fermé, mais qui est aussi ouvert à d'autres intervenants. Et c'est vrai que d'impliquer d'autres intervenants qui ont une dynamique qui leur sont propres, qui ont des objectifs qui leur sont propres, qui ont des contraintes qui leur sont propres, c'est quand même assez difficile de mettre comme ça en place un espèce de diapason qui permettra à tout le monde de vibrer de la même façon. Ça, c'est très difficile aujourd'hui à organiser, vu la faible implication qu'on peut rencontrer de la part de beaucoup de professionnels. Il faut en faire le constat, et c'est tout le travail de M. Pical. C'est vrai que ce qu'on demande à un EHPAD, ce n'est pas seulement de soigner, et pourtant, c'est les moyens qu'on lui donne. Les moyens qu'on alloue à un EHPAD, c'est les moyens d'assurer la permanence et la continuité des soins, c'est les moyens d'assurer la coordination des soins. Ce n'est pas du tout les moyens pour assurer la prévention ou pour garantir le bien-être, le bonheur ou, on va dire, la réalisation d'un être humain. Il doit être en capacité de constituer le terreau qui va permettre ça, mais moi j'en suis entièrement persuadé, et c'est l'écueil de beaucoup de gestionnaires, l'EHPAD ne permet pas de garantir le bonheur des usagers. Pourquoi ? Parce que le bonheur des usagers, il est produit et il est fourni par les gens qui leur sont proches. Or là, effectivement, moi, ce que je constate, et pourquoi c'est pas moi qui le constate, c'est le retour que j'ai de beaucoup d'établissements, c'est que c'est excessivement difficile de faire participer les familles, alors que ce soit dans des figures imposées comme les repas de fin d'année, etc. Alors certains établissements y arrivent, mais pas tous. Mais c'est excessivement difficile d'impliquer les familles dans un processus qui serait construit, dans un processus qui serait collaboratif, dans ces processus qui ne seraient pas exclusivement critiques, mais qui permettrait d'avoir un regard complémentaire sur les besoins et les attentes de l'usager,
et qui serait source de solutions, et sans pour autant que ça génère des frais supplémentaires qui seront forcément à la charge des usagers. On a toujours tendance à croire que dans les EHPAD, il faut des moyens supplémentaires, qu'il faut des ressources supplémentaires, etc. Je crois que c'est une énorme erreur. Il faut des moyens nécessaires pour garantir véritablement ce que j'ai défini tout à l'heure, qui est l'intégrité et la sécurité des personnes. Il faut les moyens nécessaires pour assurer les soins, alors que ce soit les soins de nursing, les soins de réhabilitation, il faut les moyens nécessaires pour assurer comme ça la sécurité des personnes. Par contre, tout le reste, ce n'est pas quelque chose qui se monnaie, ce n'est pas quelque chose qui se paye, c'est quelque chose qui se retrouve dans les êtres humains et dans l'intention de tout un chacun. Et ça, c'est vrai que ça peut être porté dans un établissement. Lorsqu'il défend dans un projet d'établissement, le problème c'est quoi? C'est que si c'est seulement le gestionnaire ou seulement le salarié qui défend ce type de projet ou qui défend ce type de vision, ben, ce ne sera qu'une vision qui sera incomplète, qui sera parcellaire, qui sera forcément orientée puisque ce sera la vision du gestionnaire. Ce qui manque dans l'ensemble de ces processus-là, c'est véritablement la vision des proches, c'est à défaut d'avoir la vision des usagers. Et cette vision-là, moi ce que je crois, c'est que beaucoup d'établissements sont prêts à l'intégrer. Maintenant, ce que je crois, c'est que beaucoup de familles n'ont pas encore trouvé les moyens de porter de cette parole et de la rendre compréhensible auprès de ces gestionnaires. Alors, moi, mes propos seront là. Enfin, en guise de conclusion, je voudrais simplement vous donner une petite anecdote qui n'est pas de moi, hein, qui est de Daniel Cohen, hein, qui vient d'écrire un bouquin là, qui s'appelle Homo economicus, hein, donc qui donnait l'exemple d'un centre de transfusion sanguine qui avait beaucoup de demandes et qui avait voulu mettre en place un système pour avoir davantage de prélèvements. Et donc, il a mis tout simplement un bonus aux personnes qui seraient prélevées. Donc, il proposait aux personnes tout simplement de vendre son sang. Donc, ça se passait dans un pays anglo-saxon, ça ne se passait pas en France. Hein. Bon. Et conclusion, beaucoup moins de personnes sont venues. Pourquoi? Très simplement, parce que le don de soi, en l'occurrence là, c'était le don de sang, ce n'est pas quelque chose qui est monnayable, c'est quelque chose qui véritablement se donne. Là, le problème qu'il y a dans les EHPAD aujourd'hui, c'est que bien souvent, dans l'inconscient, on va dire, général et dans les propos des personnes qui ne sont pas vraiment, véritablement du secteur, dans ces propos rapportés, on ramène ça très souvent à des propos marchands, alors que très honnêtement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il suffit de peu de choses pour rajouter à ces propos marchands des propos humains qui, eux, véritablement, feront avancer les projets d'établissement qui ne demandent pas de moyens supplémentaires à proprement parler. Merci. Merci Frédéric Skitécat pour votre intervention. Merci Valérie Drieux pour la vôtre. Et merci d'avoir rappelé, Valérie, les difficultés du secteur du domicile. Et je sais que l'URIOPS est présent dans le débat sur ce champ-là. Je pense qu'on viendra sur l'intervention de Frédéric tout à l'heure et les propos par rapport aux différents outils de la loi 2002 qui sont certes des outils mais qu'il faut faire vivre et que ce n'est pas forcément si simple de les faire vivre. Et la loi, rappelons-le, date de 2002, on est en 2012 et on est encore avec des difficultés très concrètes sur le terrain, donc je pense qu'on y reviendra. On passe à l'intervention suivante. Il s'agit de Servan Martin qui est chargé de mission à l'UNAF et qui va nous parler de l'aide aux aidants. On l'a un petit peu abordé plusieurs fois ce matin. Solidarité familiale et promotion de l'autonomie. Et je crois, sauf erreur de ma part, qu'elle va évoquer un travail sur la charte de l'aide aux aidants qui est en cours, je crois. Donc le micro est à vous et la régie va pouvoir passer votre PowerPoint dès que vous l'aurez affiché. Merci, bonjour à tous. Donc, Servan Martin, oui, je suis chargée